Je voudrais tout d'abord commencer par souhaiter la bienvenue aux représentants du PNL ici, qui vont dans un premier temps nous informer, nous présenter la procédure d'inscription de la montagne polaire de l'UNESCO. Mais en tout premier lieu, je voudrais faire appel à un secrétaire ou une secrétaire de séance qui nous dit avant de procéder à l'appel. Qui est candidat, Madame Martial. Madame Anthony, je vous passe le micro pour faire l'appel. Bonsoir, messieurs, dames, messieurs et mesdames les élus, chers collègues du PLM, monsieur le maire, Christian Raffa, Présent. Rose-Marie Génaud-Plesdin, Hervé Blanchette donne procuration à madame Bragance, Villa Martial, Jackie Espartero, Marlène Moderne, Mario Marquet, Karine Alexandre Sabin, Hugues Sindor, René Misa et Pouscarel, Marie Bragance, Germaine Pierre-Léandre, Thierry Méronis, Nicole Rémire, Cédric Truffert, Raphaël Éloi Blaisès, Michaela Gobalsamy propose, donne procuration à M. Gobalsamy, Ali Belchas, Michael Gobalsamy, Patricia Tipriest, Ludmila Larade, Roger Limer, Luc Nazaire Carissan, Louis-Édouard Viraille, Brigitte Lupon et Elsie Alamoutou. Bonne séance, messieurs, dames. Bien, voilà, chers collègues, dans un premier temps, nous allons ouvrir ce premier ordre du jour par la question de la présentation du projet UNESCO pour le plan et forêt du nord de la Martinique, en vous priant de bien vouloir accuser M. Louis Boutrin, qui est en conseil municipal au Cardé ce soir, tout simplement. C'est une contrainte de calendrier. Nous devions faire à l'origine le conseil municipal hier soir, donc il avait promis d'être présent, mais je trouve que nous avons déplacé le conseil pour les questions de calendrier et de délai entre convocation et tenue de la séance. Donc ce soir, il est représenté par les administratifs, enfin, les acteurs du dossier qui vont se présenter tout à l'heure. Et dans un deuxième temps, nous passerons au vote du compte administratif 2016 et à l'approbation du compte de gestion. Et pour finir, à l'affectation des résultats avant de passer au deuxième conseil municipal, la deuxième séance du conseil municipal pour ce soir. Donc voilà, donc, sans plus tarder, je passe la parole à qui va se présenter. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Maurice Veilleur, je suis directeur de la protection et de l'aménagement du territoire au parc naturel de Martinique. Je suis accompagné ce soir donc, de M. Johan Pélis, qui est chargé de mission UNESCO au parc naturel de Martinique, et de Mme Manika Nestoré, notre chargée de communication au parc. Alors, monsieur le maire, vous avez tenu à l'excuser, donc je précise bien, juste avant d'arriver, M. Boutrin a souhaité effectivement présenter cette excuse. Il devait être présent à la séance qui était programmée. Effectivement, il est retenu par le conseil municipal local. Parce que c'est un dossier qui suit de près. Et dans ce sens, suite aux différentes étapes qui ont été validées en 2016, nous sommes adressés donc, à l'ensemble des communes concernées par le périmètre du bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment donc, la ville de Saint-Pierre. Et monsieur le maire, permettez-nous de vous remercier de nous accueillir ce soir au sein de votre séance du conseil municipal. Donc, concrètement, je vais vous rappeler, si vous voulez, le portage de la procédure, parce que c'est important de préciser. La procédure d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est un projet qui est élaboré en partenariat avec la CTN et l'État, notamment la direction de l'environnement
de l'aménagement et du logement, avec un portage qui se fait de façon opérationnelle par le parc naturel de Martinique, donc depuis 2014. En 2016, singulièrement, nous avons validé notamment les grands principes de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien à inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO le 11 octobre 2016, donc, à Paris, au sein du Comité national des biens français du patrimoine mondial. Nous avons eu l'occasion, effectivement, avec vous, Monsieur le maire, de partager l'avis du Comité national des biens français. On a organisé également une conférence éditoriale qui nous a permis de communiquer sur cette première étape, qui nous amène aujourd'hui à passer à une autre phase qui est celle de la co-construction, et nous insistons sur ce point, du projet de périmètre. M. Pélis va vous décliner avec un peu plus de précision les différentes zones qui sont concernées, la méthodologie qui a été élaborée notamment par l'ADEAL, qui est en charge de l'élaboration de ce projet de périmètre que nous sommes en train de partager avec la population. En ce sens, nous avons organisé un certain nombre d'ateliers de concertation qui se poursuivent. On a commencé par Saint-Pierre et Pêcheur. Nous avons poursuivi à Sainte-Marie. Demain, nous sommes à Chéchère. L'idée étant pour nous d'associer étroitement la population qu'il y ait cette appropriation de la procédure en cours. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Pélis qui va vous décliner la méthodologie d'élaboration du projet de périmètre. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, Mesdames, Messieurs les conseils municipaux, Mesdames, Messieurs également les services de la ville. C'est un réel privilège pour nous d'être présents ici et nous vous remercions donc de ce chaleureux accueil que vous nous offrez pour vous présenter un petit peu l'état d'avancement de ce projet sur une phase qui est cruciale, c'est celle qui permettra de définir ce que deviendra donc, le périmètre du futur bien UNESCO, dont le nom a changé. Donc vous avez vu, donc, vous avez des petits fascicules ici. Donc vous avez donc certainement dessus un nom, les aires volcaniques et forestières donc, de la Martinique. Aujourd'hui, on nous demande de faire un nom un peu plus court, avec un marketing qui tape un peu plus fort, de demander de faire beaucoup plus court. Donc le nom du potentiel bien qui serait proposé dans l'UNESCO a été écouté. Il faut mettre en temps forêt et volcan de Martinique. Donc là encore, c'est juste du marketing, le nom a légèrement été tronqué, mais il s'agit bien effectivement aujourd'hui de faire reconnaître à l'humanité le caractère exceptionnel du Mont Cognier, de la montagne Pelée, et donc des bitons du Cœur. Donc cette présentation se fera sur à partir de trois grands items, sur rappeler très rapidement la procédure de l'UNESCO, pourquoi, comment, c'est quoi, quelles en sont les retombées économiques. Faire un petit zoom et un focus qui est fondamentalement le cœur de cette présentation, donc sur les trois grandes typologies donc, de périmètres qui se retrouvent dans une procédure UNESCO classique, cœur de bien, zone tampon, 4 distants, en reprécisant à la fois la déclinaison de ces zonages, la méthodologie donc, de co-construction de ces différentes zones, et la phase donc, de concertation que nous allons commencer, et vous préciser effectivement le calendrier à venir, et enfin vous soumettre pour information et avis la première phase de gestation de ce qu'on a appelé donc, le cœur de bien. En réalité, ce qu'il faut comprendre quand je dis cœur de bien, c'est ce qui fait aujourd'hui que notre bien est potentiellement inscriptible au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ces points-là, j'y reviendrai, mais voici un petit peu le plan donc, de cette présentation. Là encore, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les noter. En ce moment, j'y répondrai par la suite, si cela vous sied. Très rapidement, donc, le patrimoine mondial, qu'est-ce que c'est? Pourquoi donc, la Martinique est candidate au patrimoine mondial? Pourquoi souhaite-t-on classer dans le patrimoine mondial à la fois le Cognier, la montagne Pelée et les bitons du Carbone? La liste du patrimoine mondial est une liste qui s'appuie donc, sur la Convention de 1972 qui a pour objectif en réalité de constituer en fait un patrimoine commun dans lequel on y mettra à la fois donc, les merveilles culturelles, donc les monuments, les savoir-faire, mais également aussi donc, les biens naturels, c'est-à-dire donc, les grands espaces qui ont une valeur si importante au regard de l'humanité qu'elle dépasse les frontières naturelles, à la fois de la ville qui l'abrite, du pays ou du département qui l'habite, mais également donc, fondamentalement donc,
qui rentre dans en fait ce qu'on appelle effectivement la liste du patrimoine mondial. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le patrimoine mondial, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement les merveilles du monde. On n'y retrouve que des merveilles du monde. Et donc l'idée à travers de ce projet, c'était de faire quoi? De réfléchir en réalité, qu'est-ce que nous avons de meilleur en Martinique à offrir à l'humanité. Alors c'est vrai, on a beaucoup réfléchi sur, il y a Césaire, il y a l'art culinaire, il y a effectivement l'Éole, par exemple, ça a été également réfléchi. Et donc l'une des idées qui a fait dans synthèse, c'est qu'effectivement nous avions donc des massifs volcaniques qui sont assez originaux et sur lesquels se surmontent effectivement des forêts qui sont exceptionnelles donc, du point de vue de la biodiversité. Je vous poserai juste une question, j'ai déjà la réponse, je ne vous demande pas forcément de me la donner. Est-ce que vous saviez que sur donc, les volcans, notamment sur la montagne Pelée, nous avons un syncrétisme, nous avons une synthèse de toute la biodiversité de toutes les petites Antilles. C'est-à-dire que tout ce qu'on retrouve ailleurs dans les petites Antilles sont synthétisés sur Ronconi, montagne Pelée, Piton des Caraïbes. Est-ce que vous savez également que c'est un centre de la biodiversité? Est-ce que vous savez également que ces forêts sur ces volcans, en réalité, et c'est l'une donc des travaux d'expertise qui est en train d'être menée en ce moment, je vais faire la version simple. Tout ce qu'on retrouve en termes de biodiversité dans les autres îles de la Caraïbe, a priori, trouverait son origine en Martinique. Donc ça signifie que si il y a une biodiversité à Sainte-Lucie, à la Dominique, à Antigua, à Trinidad et Tobago, c'est que fondamentalement, selon les premières hypothèses des recherches qui sont en train d'être menées, c'est que la Martinique a été en fait un centre, un barycentre de la biodiversité donc antillaise. Donc tout ce qu'on retrouve dans les petites Antilles, dans les grandes Antilles par extension, viendrait de chez nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors l'objectif qui vous est demandé, c'est de réfléchir effectivement à comment valoriser cela. Donc, pour résumer, donc, le patrimoine mondial, c'est une liste dans laquelle on met l'ensemble des merveilles du monde. Et ce que nous avons identifié à travers cette candidature, c'est que ce que la Martinique, entre autres, a de meilleur à offrir, c'est que nous avons donc des volcans qui ont une originalité. Est-ce que vous saviez que la Martinique n'est pas une île, mais en fait un conglomérat de volcans? En fait, c'est 3 gros volcans qui sont accolés. Et cela, on retrouve ça uniquement ici, et nulle part ailleurs dans le monde. Et en plus, quand vous dites aux experts de l'UNESCO que la biodiversité qui se trouve sur ces volcans est une biodiversité qui n'existe qu'ici et nulle part ailleurs dans le monde, mais qu'en plus tout ce qu'on retrouve dans les petites Antilles vient de chez nous, ils vous disent banco. Vous avez effectivement un projet qui a un fort potentiel à rentrer dans la liste du patrimoine mondial. Donc nous habitons en fait sur un territoire qui est une merveille du monde. Je voudrais simplement vous laisser juste cette idée, c'est que la liste du patrimoine mondial, c'est des merveilles du monde, et ce que nous avons de meilleur aujourd'hui à offrir à l'humanité, ce sont ces volcans et ces forêts. Il y a donc 2 grandes typologies donc, de biens qu'on trouve au patrimoine mondial, donc des biens culturels, c'est pour ça que nous avons illustré avec donc des monuments qui parlent à tout le monde, le château de Versailles, qui retrace à la fois donc, la quintessence de la réalité, mais également de l'art architectural. Nous retrouvons également donc, la puissance effectivement donc, des mouvements constructeurs, des pyramides de Gizeh, ou encore donc, l'Acropole. Tous ces éléments effectivement qui ont marqué le temps et l'histoire sont retenus comme patrimoine mondial au titre culturel. Au titre naturel, c'est bien évidemment tout ce qu'il y a de beau comme paysage. Alors vous allez retrouver à la fois la grande barrière de corail, vous allez à la fois retrouver donc, le golfe de Porto donc, en Corse, ou encore un site français qui a été inscrit récemment, c'est effectivement les sites et remparts, ou encore le Grand Canyon. Donc dans cette grande typologie, il faut comprendre que dans le patrimoine du patrimoine mondial, nous avons à la fois des biens culturels, mais également des biens naturels. Et vous l'avez compris qu'à la faveur de la candidature de Martinique, l'objectif, c'est de faire reconnaître notre futur bien naturel, c'est-à-dire les volcans et les forêts de la Martinique, sur cette liste en tant que merveille du monde. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça peut nous rapporter à nous, Martinique? Je vous laisserai avec quelques chiffres, très rapidement, sur l'intérêt et l'avantage d'avoir un bien classé dans le patrimoine mondial. Premier chiffre, c'est 1 milliard. Je dis bien 1 milliard. 1 milliard de visiteurs que génère la liste du patrimoine mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des 1058 biens de la liste du patrimoine mondial, génère un flux de tourisme d'1 milliard d'individus chaque année. Je vous laisse imaginer si nous parvenons à inscrire nos aires volcaniques et forestières et que nous parvenons à capter au moins 1 ou 2%, la fréquentation donc, touristique explosera. C'est l'un des chiffres que nous avons effectivement donc, du comité donc,
du centre de patrimoine mondial, c'est que le retour d'expérience, c'est que lorsqu'un bien est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, son volume, son flux touristique est multiplié entre 4 et 6. Nous sommes aux alentours donc de 800 000 visiteurs en moyenne en Martinique. Vous multipliez le chiffre par 4 lorsque nous avons ce bien inscrit. Deuxième chiffre également que je voulais vous suggérer. Alors, MCC, il faut comprendre le ministère de la Culture et de la Communication. Il y a une récente étude du ministère de la Culture et de la Communication qui identifie qu'effectivement que le tourisme lié donc à l'activité patrimoniale, notamment le patrimoine mondial, génère effectivement des temps de retour sur investissement très courts, de 3 à 5 ans. C'est-à-dire que vous investissez, allez, 1 euro, au bout de 3 ans, c'est 1 euro, vous en rapportera 10. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, aussi autour de ce projet de territoire que nous souhaitons construire. L'idée, c'est d'inscrire ce bien, et qu'au travers de ce bien, nous puissions construire un projet de territoire qui puisse générer à la fois de l'activité, mais également des dividendes et des devises, effectivement, là encore, sur le territoire, mais également à plus grande échelle sur l'ensemble de la Martinique. Troisième chiffre que je voudrais donc vous laisser pour vous montrer un petit peu donc aussi dans quels en est les intérêts en termes de retombées économiques, c'est que nous avons estimé sur un segment, aujourd'hui nous avons à peu près 170 escales de bateaux de croisière en Martinique, c'est à peu près 241 000 croisiéristes. Si nous parvenons à un chiffre effectivement donc, également des organismes internationaux du tourisme, en moyenne ce sont 42% des croisiéristes qui, avant de partir en croisière, achètent des excursions. Donc ça signifie que 42 personnes, 42% donc, de l'ensemble des croisiéristes qui viennent en visite en Martinique ont déjà acheté leur package pour venir visiter ce qu'il y a à visiter dans son territoire. Et nous sommes amusés à faire un petit calcul. Si nous parvenons à capter au moins 50% de ces 42% d'excursionnistes qui descendent et qui dépensent en moyenne entre 42 et 92 euros par excursion, ce sont donc des retombées qui sont estimées entre 20 et 40 millions d'euros. Dans le cas où on offrirait effectivement une offre d'excursion orientée sur le patrimoine mondial, notamment sur, nous l'avons réfléchi à l'occasion effectivement donc, de Saint-Pierre comme tête de pont, effectivement donc de l'escale de croisière. À cette occasion, donc, je fais un petit focus sur le 16 février dernier, où la ville a accueilli effectivement le Club Med 2. Alors, on va dire que le Med 2 c'est bien beau, certes, c'est un petit bateau, à peu près donc, 500 personnes. Mais imaginons qu'effectivement que nous parvenons à déployer effectivement des navires un peu plus importants, ou avoir même à faire de petits cabotages depuis donc Fort-de-France jusqu'à Saint-Pierre, c'est autant d'activités que nous pourrions donc développer à la faveur effectivement de l'inscription de ne serait-ce que de la interpeller et offrir effectivement donc, au Grand Nord Saint-Pierre comme porte d'entrée effectivement sur ce futur bien. Donc voilà, c'est tout l'intérêt effectivement, vous pouvez dire très rapidement sur pourquoi donc, le projet est inscrit, quel est donc l'objectif et quelles en sont les retombées donc, économiques que nous pouvons en tirer. Très rapidement pour arriver sur la partie donc périmètre qui est le cœur donc, de cette présentation. Vous dire qu'effectivement, on n'inscrit pas un bien comme ça au patrimoine mondial. Il faut définir également ce qu'on appelle un zonage, un périmètre, sous lequel, en fait, nous aurons 3 grandes typologies. La première typologie, c'est le cœur de bien. Le cœur de bien, en réalité, c'est la zone qui devrait être protégée. Je dis bien protégée. Alors, certains, peut-être, entendront dans ma bouche, quand je dis protégée, sanctuarisation. Il ne s'agit pas de sanctuarisation au sens strict du terme. Il s'agit en réalité que tout ce que nous avons comme biodiversité sur ces volcans, sur cette partie souterraine, que nous puissions les conserver au moment où nous l'inscrivons. C'est-à-dire que nous faisons un état initial de l'environnement. Une fois que cette photographie est figée, il nous est demandé à nous, porteurs de projet, et l'État partie qui est la France, qui va porter le dossier à l'UNESCO, de conserver cette photographie pendant tout le temps du placement. Si nous parvenons si par malheur nous avons une érosion, c'est-à-dire une dégradation de la qualité de la biodiversité sur la partie souterraine, nous pouvons risquer de perdre ce label. Donc l'objectif de comprendre, c'est que le cœur de bien, c'est fondamentalement une protection de ce qui nous permettra, c'est la porte d'entrée, c'est la clé d'entrée au patrimoine mondial, tout en partant du principe que nous avons un second zonage qui s'appelle la zone tampon. La zone tampon, c'est la partie donc, qui est à côté, qui jouxte donc, ce cœur de bien, et qui est sujette à être des portes accueillant effectivement tous les projets d'aménité à la fois urbaine, touristique, etc. Bon.
L'idée de comprendre, c'est que dans la zone tampon, peut être inscrit dans cette zone tampon à la fois du portage de projet, des structures d'accueil touristique, de restauration, d'hébergement, etc. Troisième point, c'est le cadre distant, et on va le décliner très rapidement. Le cadre distant, c'est quoi? C'est un terme valise qui signifie, en fait, ce sont toutes les portes d'entrée que nous avons sur le bien. Vous êtes sur la belle, vous êtes dans la rade, à l'entrée de la rade de Robert, vous avez une vue magnifique sur la colline. C'est le cadre distant. Vous allez sur la belle colline franche. Vous vous mettez sur, entre guillemets, le balcon. Vous avez effectivement une vue sur les butants du Quimper. Vous allez également sur un certain nombre de hauts morts sur Sainte-Marie ou encore Mort de Rouge. Vous avez une vue sur le bien. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cadre distant. Et l'idée dans le cadre distant, c'est quoi? C'est de veiller dans quelle mesure nous, porteurs de projet, avec effectivement l'ensemble des municipalités qui sont concernées par cette candidature, veiller en fait à la qualité paysagère dans le cadre distant. En clair, de faire en sorte que nous puissions interagir effectivement sur le document d'urbanisme et de planification, que nous n'utilisons pas forcément de grandes barres qui viennent s'entacher effectivement donc, sur le paysage. C'est un petit peu très sommairement donc ces trois types de zonage. Donc pour le cœur de bien, en synthèse, c'est ce qui apparaît dans cette cartographie. Ici n'apparaîtra de cette présentation que le cœur de bien, le projet de cœur de bien. Ce cœur de bien s'appuie donc sur ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle. Ça signifie quelles sont les caractéristiques intrinsèques de notre bien qui fait que ce bien est potentiellement inscrit à la liste du patrimoine mondial. Donc cette valeur universelle exceptionnelle, je vous l'ai dit, s'appuie sur un volcanisme qui est un syncrétisme du volcanisme des Petites Antilles, mais également une biodiversité qui est un syncrétisme de la biodiversité des Petites Antilles et par extension des Grandes Antilles, mais en plus que notre biodiversité serait donc un focus, serait un point focal de l'ensemencement de la biodiversité des autres îles. Et c'est ce qui fait toute l'originalité de la Martinique. C'est que, la Martinique non seulement une aberration géographique, parce que c'est une île par définition, mais qu'en plus, elle abrite une biodiversité très riche. Mais en plus, par la force des choses, cette biodiversité a pu être diffusée sur les autres îles. Donc c'est ce qu'on tente de conserver, donc la zone cœur de bien, c'est-à-dire protéger cette biodiversité. Alors ici, vous avez bien vu, ici, on a une vue en contre-plongée avec le mont Caudy, et en derrière, il y a de la luminosité, je vous demande un grand effort d'imagination, c'est bien appelé. Et vous avez bien constaté que nous sommes sur les parties les plus hautes du territoire. Donc aujourd'hui, quand on parle de cœur de bien, nous sommes sur des limites au-delà de 800 mètres d'altitude. Donc ça signifie que nous sommes en dehors effectivement des bourgs primaires, des bourgs secondaires, voire même des zones d'activité d'arrière-pays. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de cœur de bien, l'idée c'est que vraiment nous puissions être dans une zone qui est déjà, protégée aujourd'hui, donc nous n'avons pas d'efforts supplémentaires à protéger, mais qu'en plus ce sont des zones qui sont en dehors de toute forme d'activité anthropique et qui nécessitent effectivement aussi à ce moment-là, non pas un regard réglementaire du point de vue des documents de médecine, mais en tout cas, du point de vue scientifique et technique, un suivi de ce qui est déjà protégé. Autre précision, le cœur de bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous maîtrisons le foncier à 80%. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que non seulement c'est déjà dans des zones qui sont protégées, mais en plus 80% du foncier sont déjà dans le cadre du domaine public. Donc dans les mesures de gestion, nous aurons effectivement à intérêt que pour à peine 20% effectivement de dialogue avec les propriétaires privés. Sur la zone tampon, très rapidement pour vous préciser, vise à assurer l'intégrité du bien, distincte du cœur de bien, mais avec des engagements concernant la protection et la gestion. C'est la zone de contact entre la population et la nature. L'idée ici, c'est que dans la zone tampon, je le rappelle, c'est que nous puissions avoir des activités qui soient en relation avec le bien, sans pour autant qu'elles aient fondamentalement une interaction directe, mais qu'elles puissent permettre effectivement à l'ensemble des activités qui s'y développent, notamment les activités de tourisme et d'accueil, d'être fondamentalement vectrices de ces activités, effectivement, donc, de la protection maximale sur le cœur de bien. Là encore, en zone tampon, il faut comprendre ici que le cœur de bien, c'est la partie donc sommitale des massifs, et toute la zone tampon, c'est toutes les zones en fait qui sont en contrebas donc, de ce cœur de bien.
Et la vocation donc, de cette zone tampon, c'est de voir dans quelle mesure la municipalité ou des porteurs de projets qui se sont rapprochés de la municipalité souhaitent s'intégrer dans le projet de territoire au travers du classement UNESCO et voir en quelle mesure nous pourrions effectivement à ce moment-là, dans ce cadre-là, intégrer donc, les projets d'accueil touristique ou de restauration ou qu'importe sur cette zone tampon. Le cadre distant, comme je vous l'ai indiqué, c'est effectivement donc, les points d'entrée, ce sont donc des zones, des points de vue qui sont prévus comme des portes d'entrée sur le futur bien. Alors je sais que notamment il y a un point d'accueil touristique qui est prévu à l'entrée de la ville normalement par des services. Et l'intérêt effectivement c'est qu'au-delà de l'entrée de la ville, s'appuyer effectivement sur le travail que fait aujourd'hui Cap Nord. Il me semble que Cap Nord va faire aussi recensement de l'ensemble des points de vue sur le territoire communautaire. Donc l'idée, c'est effectivement de voir dans quelle mesure, à la fois ce que travaillent les collègues des services de Cap Nord, mais également les porteurs de projets, mais également les petits points d'arrière-pays peuvent intégrer effectivement donc, ce projet de territoire dans le cadre de ce qu'on appelle le cadre de distance, c'est-à-dire effectivement que nous ne sommes pas dans leur cœur de bien, nous ne sommes pas dans un tampon qui est censé appuyer les activités qui sont en relation avec le bien et qui permettront effectivement de protéger ce bien de par leur présence. Mais nous sommes vraiment sur la phase très lointaine où nous avons des points d'entrée qui seraient effectivement, entre guillemets, ces guichets qui nous permettent d'identifier à la fois des points d'information, mais également ici à quelle distance du cœur de ville. Là encore, pour redonner du sens, nous sommes ici sur une vue donc, en contre-plongée, donc sur les butons du Carbet. L'idée, effectivement, vous avez vu sur l'urbanisme, nous avons effectivement de petites unités d'habitation. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure, dans les documents de l'urbanisme et de l'aménagement, conserver effectivement cette trame urbaine relativement plane, racée, avec effectivement donc, sur des intégrations paysagères du bâti. Sur la concertation, cela a été dit, donc je ne veux pas être plus long dessus. Ce projet de territoire, ce projet d'inscription à l'UNESCO ne se fera pas sans vous. Je fais la version très simple. Je suis le chargé de mission en charge de la mobilisation. Lorsque nous aurons à défendre le projet, donc nous l'espérons l'année prochaine devant les instances de l'UNESCO, il suffit qu'il y ait un avis négatif, quelqu'un n'ait pas été entendu ou écouté sur ce projet, nous ne pourrons pas le défendre devant l'UNESCO. On signifie que nous sommes vraiment, et nous insistons dessus, sur une phase de co-construction. Rien ne se fera et rien ne peut se faire sans vous, ni votre validation, ni votre intérêt, ni votre avis, sentiment, émotion, voire même revendication. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place effectivement donc, toute une série d'ateliers de concertation sur 5 grands ateliers, 5 grands secteurs autour du bien, qui va centrer effectivement sur le Grand Nord, qui va à la fois dans Dedans-Rivière, Prêcheur, Saint-Pierre, à Bellefontaine, Caspilote, Schweitzer, jusqu'à Fort-de-France, Champ-de-Zève, Gourmand, et puis donc toute la haute côte de l'Atlantique, en prenant en compte à la fois Marigot, etc. L'idée, effectivement, c'est d'avoir vraiment un projet donc, de territoire qui fasse sens et qui, j'ai envie de dire, fasse effectivement cette synthèse de deux nords, à la fois dans le Caraïbes, mais également dans l'Atlantique. Parce que nous aurons effectivement un projet de bien UNESCO qui permettra effectivement d'irriguer et de ceinturer l'ensemble du Grand Nord. Donc l'objectif, c'est de voir, excusez de plus un petit peu cet anglicisme, voir aujourd'hui, dans ce projet de territoire, quel est le marketing territorial que met en place la ville de Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous avez d'essentiel à offrir en termes d'offres touristiques, en termes d'offres effectivement aussi patrimoniales, que nous puissions mettre également dans le pot commun du projet UNESCO, de sorte que nous puissions offrir effectivement aux futurs visiteurs, une fois que ce bien sera inscrit, des offres touristiques à la fois riches et variées, et voire même la complémentarité. Je fais juste un petit aparté en disant que voilà, il y a eu une manifestation le week-end dernier à Basse-Pointe, sur donc, du surf. Voilà la complémentarité de l'offre touristique avec un calendrier, par exemple, sur l'ensemble de l'année, des grands événements qui irriguent le Nord. Et que nous faisons donc le doublon avec l'accueil touristique ici, orienté sur Saint-Pierre et sur l'appelé à travers l'UNESCO, mais voir en quelle mesure, effectivement, sur l'ensemble de l'année, nous pourrons fixer à la fois ces visiteurs de séjour, mais également de croisière. Donc, ces grands ateliers qui sont prévus sur l'ensemble des 18 communes du Nord, et accessoirement également Schweitzer, Fort-de-France et Saint-Joseph. Quelques exemples effectivement des ateliers de concertation. L'idée, c'est de présenter donc, le projet de périmètre, de réfléchir effectivement sur les principaux enjeux qui sont identifiés, à la fois liés donc, au cœur de bien,
mais également sur la zone tampon, et lister effectivement à la fois ces enjeux, les points de vigilance, mais également donc, relever l'ensemble des portages de projet, de sorte à la puissions donc effectivement l'intégrer dans le projet de territoire. Pour terminer, très rapidement pour dire que cette proposition qui nous sera soumise de cœur de bien, c'est une proposition qui s'appuie fondamentalement sur le travail technique qui a déjà été fait sur l'identification du point de vue scientifique de la valeur universelle exceptionnelle du projet de cœur de bien sur effectivement l'exceptionnalité de la biodiversité et du volcanisme du nord de la Martinique. Donc c'est ce grand pavé, malheureusement je suis vraiment navré de la visibilité, mais tout ce que vous voyez en rouge avec les pointillés, c'est ce qu'on appelle effectivement le cœur de bien, qui a vocation effectivement à être soumis dans un second temps pour avis, à la fois donc, à la population, mais également donc, à l'Assemblée délibérante, de sorte à la discussion soit réviser donc, ce grand pavé dans des grosses mailles ou à mailles fines, effectivement, en fonction donc, des points de vigilance que vous aurez à vous opposer en ce sens. Et là encore, je termine très rapidement pour vous dire que à la suite de l'atelier qu'il y a eu lieu donc, entre Saint-Pierre et le prêcheur, 3 grands points ont été identifiés en termes d'enjeux forts. C'est effectivement la mise en valeur et l'amélioration, donc la mise en valeur de la qualité mémorielle et patrimoniale de la ville de Saint-Pierre. Dans ce cas-là, comment le projet UNESCO pourrait à la fois aider et porter effectivement donc, ces éléments-là. L'intégration effectivement d'activités économiques, dans quelle mesure nous pourrions être dans une stratégie à la fois d'amélioration et de reversion des carrières. Et sur le plan culturel, nous avons identifié également aussi qu'il y a foison effectivement d'éléments culturels qui gagneraient effectivement à être à la fois soutenus mais également développés dans un cadre inclusif sur l'ensemble effectivement du projet UNESCO en la matière. Voilà, monsieur le maire, mesdames, messieurs, les maires adjoints, mesdames, messieurs du conseil municipal, mesdames, messieurs et mesdames, messieurs les services, ce que nous pouvons dire très rapidement, en espérant avoir été relativement clair et concis, il y a tant à dire. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie encore plus de votre accueil. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très claire, je confirme, et très condensée parce que vous avez compris que nous avons beaucoup de choses à voir ce soir. Donc, je vais déjà passer la parole à mes collègues qui ont des questions à poser. En vous demandant à quelle étape précisément nous sommes, d'abord. C'est la première question. J'ai compris que nous étions en co-construction, mais précisément, dans l'objectif de déployer l'année prochaine, je crois, nous aurons un atelier dans Saint-Pierre après cette présentation. Alors, pour être très précis, sur les étapes de la procédure, il y a 3 grandes phases de validation. La première phase, c'est la validation donc, de la valeur universelle exceptionnelle. Ça a été fait en octobre de l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons donc une prochaine échéance qui arrive donc, à la fin du mois, le 27 avril, où nous devons nous présenter devant les instances nationales pour présenter et valider le principe de la co-construction du projet de territoire. Alors, sur la partie concertation, co-construction, il y a en fait 2 grands rendez-vous. Nous sommes sur un premier rendez-vous d'atelier où nous travaillons sur le projet de périmètre, notamment zone tampon. Et cette fois-ci avec la société civile, les porteurs de projets, les acteurs institutionnels, pour identifier dans le premier temps quelles sont donc les valeurs, quels sont les éléments intrinsèques de tout ce qu'on retrouve dans les quartiers, dans les bancs, dans les vallées, voilà. Connaître effectivement quelles sont donc ces valeurs qui sont nécessaires. Après, je dis valeurs, c'est à la fois la valeur économique, les valeurs culturelles, les valeurs mémorielles. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de travailler avec Mme Plantin sur des travaux qu'elle-même a menés au sein du CAUE sur donc, des fontaines. Il y a des fontaines qui sont existantes sur le territoire nord, que nous n'avions pas connaissance, qu'elle a pu faire sortir donc, de ses travaux et qu'il est important de prendre en compte. Elle a fait également un gros travail d'inventaire, par exemple, sur des arbres remarquables, que nous n'avions même pas dans nos propres inventaires de parcs. Donc l'idée, effectivement, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons avoir une richesse, donc ce qu'on appelle la valeur, c'est-à-dire fondamentalement, quelles sont donc les identités des territoires, des quartiers, des mémoires, quand je dis mémoire, je parle bien de personnes, sur ce projet donc, de zone tampon. Et une fois que nous avons identifié l'ensemble donc, de ces valeurs, une seconde série d'ateliers sera mise en œuvre
aux alentours donc, du mois de fin mai et tout au long donc, du mois de juin, pour cette fois-ci s'asseoir en identifiant effectivement à la fois les projets, les valeurs, et commencer à créer donc ce qu'on appelle donc, le détourage, en fait, commencer à faire le tracé de ce qui deviendra la zone temporaire. Donc, dans un premier temps, l'idée c'est de vous soumettre pour avis, une fois que nous avons fait le recollement de ces éléments-là pour avis. Et dans un second temps, nous allons à la fois donc, vous inviter donc, à participer donc, à ces ateliers de co-construction et de concertation, sur cette fois-ci donc, le périmètre, vraiment le détourage. Et une fois que l'ensemble de ces éléments-là sont vus ensemble, il y aura également, donc, entre guillemets, excusez le peu, ce grand terme, entre guillemets, donc, une grand-messe, où nous serons réunis certainement en conférence territoriale, et nous aurons donc à nous prononcer sur donc, le projet donc, de périmètre. Voilà très rapidement ce que vous pouvez dire, c'est que nous sommes sur cette phase-là. Et puis troisième et dernière phase, c'est que nous avons prévu effectivement pour la rentrée 2017, je dis bien rentrée 2017, donc entre septembre et novembre, passer à la phase de mise en œuvre du plan de gestion. Là encore, nous avons une phase de rencontre avec l'ensemble donc, des édiles, des assemblées délibérantes, des techniciens et des partenaires, pour que nous puissions convenir ensemble d'un projet donc, de plan de gestion, puisque nous parlons pas aussi sur ce principe. Je suis vraiment navré des réponses qui sont des fois très longues, mais c'est vrai que c'est une procédure très complexe avec des mécanismes, systémiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mise en œuvre du projet donc, de plan de gestion, nous ne pourrons rien faire là encore si nous n'avons pas vos avis, remarques et engagement. Voilà. Bonsoir, merci pour l'exposé. J'ai eu des remarques qui ne sont pas forcément, et je tiens à les faire, et une question particulière. Donc vous avez dit l'ensemble des merveilles du monde? Pas vraiment. C'est-à-dire c'est un choix qui a été fait, mais on peut encore se arguer qu'il y a encore des merveilles qui ne sont pas encore du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors je voulais deux questions. Vous avez parlé d'investissement. Qui investit et comment? Vous avez parlé de retombées. Quand on investit 1 euro, il y en a 10 qui reviennent. Vous parlez de quoi? De qui investit? Et puis, pour les retombées, 40 millions, est-ce que c'était par an ces retombées? Ma question, c'est celle-là. Alors, au prochain conseil municipal, nous avons une modification légère du plus qui doit augmenter la zone des carrières avec pour des raisons qui se valent, sécurité, salubrité, etc. Est-ce que c'est pas justement le moment de faire ce travail avec les carriéristes pour que c'est prévu que toute zone déjà utilisée doit être remise en état pour permettre, pour redonner à la nature, en place à la nature? Est-ce que c'est pas le moment de parler d'emploi, préservation de l'emploi? Est-ce que c'est pas le moment de faire ce travail, j'allais dire, de lobbying, j'espère, un travail assez long auprès des carriéristes, des carriers, pour pouvoir obtenir que ce soit, puisque c'est eux qui défigurent le paysage pour des raisons économiques, mais en réalité, qui défigurent le paysage, est-ce qu'il ne serait pas pertinent, justement, c'est le moment d'aller les voir pour obtenir qu'ils participent, justement à cette mise en valeur, chose à laquelle ils sont tenus de faire dans l'engagement. Il y a utilisation des carrières et remise en état. Plutôt que de procéder par petit acte, effectivement, il y a une situation, on essaye de reprendre. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller les voir et puis je suis prête à aller voir avec vous pour essayer de convaincre qu'on peut garder les emplois, mais les mettre sur d'autres plans, pas forcément l'utilisation de la carrière. À niveau, mon voisin ici là, est directement concerné probablement, mais qu'il y a aussi des rentrées pour visiter par exemple, pour remettre en état, pour visiter. Il y a des rentrées d'argent qui sont importantes. On peut s'appuyer sur nos chiffres.
remercie de vos remarques, qui sont à la fois pertinentes et justes, et je vous remercie de vos questions. Alors, sur la première remarque, oui, vous avez entièrement raison. Il n'y a pas que ça que nous avons de meilleur à offrir, et à chaque fois que nous faisons une réunion publique ou nous faisons un atelier de concertation, nous découvrons les merveilles tous les jours. Donc, je tiens également à rappeler que l'AIOL est aujourd'hui aussi reconnu sans être passé par le projet UNESCO. Je rappelle également que dans le projet initial, la première mouture du projet initial de l'UNESCO, il était prévu également de reconnaître comme élément remarquable le rocher de diamant, également l'AIOL. Dans l'actuel projet UNESCO, il est prévu également que nous soyons dans une stratégie inclusive à la fois sociale mais également non culturelle. Nous sommes en train de construire un parcours touristique des grandes personnalités martiniquaises autour du bien. C'est-à-dire que nous partons donc, comme nous sommes sous le secteur du Robert, on en parle toutes les communes d'Atlantique. Je le connais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et l'idée, effectivement, c'est de mettre en valeur à la fois, donc, par exemple, le temple d'Ibas à Sainte-Marie. Qui a entendu parler du temple d'Ibas? Écoutons, nous avons effectivement un tambour. Nous avions un seul constructeur et manufacteur de tambour d'Ibas. Voilà. Donc c'est un petit peu aussi le moyen donc, de mettre ça en valeur. Et ce qui intéresse également donc, les inspecteurs de l'UNESCO, c'est pas tant aujourd'hui, je parle à leur place, mais faites-moi confiance à ce que je vous dis. C'est pas uniquement que la valeur universelle sexuellement. C'est fondamentalement que ce que les Martiniquais ont de meilleur à offrir en réalité. César avait une belle expression lors de nous dans la société. Mais voilà, aujourd'hui, on nous dit qu'est-ce que vous avez de meilleur. Et fondamentalement, lorsque nous sommes sortis de la dernière audition en octobre, le ministère nous a dit réfléchissez fondamentalement, passez dans tous les quartiers, allez voir les grandes personnes. Vous savez, celui qui est dans le zigzag, là, près du manguier, etc., qui a la connaissance de la mémoire. Fondamentalement, oui. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, sur le qui investit. Qui investit, c'est un portage CTM avec une maîtrise d'ouvrage parc. Donc, fondamentalement, c'est un portage CTM. Donc, c'est un investissement CTM. Sur le déchiffrage des retombées économiques, alors, sur l'étude de 2014 du ministère de la Culture et de la Communication, ce sont donc des chiffres qui sont déjà vrais à l'instant T. Les chiffres qui sont avancés ici, ce sont donc des mesures économiques en projection par rapport à deux paramètres. Le premier paramètre, c'est que nous sommes focalisés sur uniquement ce qui pourrait générer des retombées économiques à très court terme, c'est-à-dire à un temps de retour de 3 à 5 ans. La niche qu'ils offrent cet temps de recours le plus court, c'est les excursionnistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans l'offre d'excursion, lorsqu'on est en Martinique, c'est essentiellement Fort-de-France et les plages du Sud. Donc, nous, on est en train de réfléchir à comment nous pourrions capter au moins 50%. Nous sommes sur au moins 50%. Un flux donc, de ces excursionnistes sur le Nord. En partant du principe que nous avons effectivement un point d'entrée, et que je pense qu'en février dernier, nous avons couru sur le Club 22, ça a été également un signal positif qui a été annoncé donc effectivement sur les croisiéristes. Simplement pour vous dire aussi qu'on change de gamme. Simplement pour vous dire encore que nous sommes passés donc de bateaux entre 3 000 et 4 000 passagers, et nous allons passer bientôt sur des gammes de 4 000 à 8 000 passagers. Et non seulement ça, je rappelle qu'il y a 139 biens caribéens qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'idée aujourd'hui pour nous, c'est de voir dans quelle mesure nous ne pourrions pas carrément créer en fait des circuits touristiques de croisière à thème sur les biens du patrimoine mondial dans la Caraïbe. Et comme je le dis, ces chiffres s'appuient effectivement sur un ticket moyen pour les excursions, entre 42 € pour ceux qui sont juste dans le bus, on leur fait visiter, c'est mon expression, c'est pas dit avec Villini, hein. 2-3 oui, et puis on défie ça dans le bateau, etc. Non, on est vraiment sur le segment haut, c'est-à-dire demi-journée avec demi-pension, voire une journée complète. Donc l'objectif, effectivement, c'est de permettre que les temps de croisière que nous avons ici, en tête de pont ou en escale, soient les temps de croisière de 9h du matin jusqu'à 22h, puisque nous sommes en tête de pont, et comme nous sommes en escale, de 14h jusqu'à 22h. Donc voici en ce sens que voilà, nous sommes en train de réfléchir à ces premières retombées. L'idée, c'est que nous avons des retombées, effectivement, sur les ventes d'excursions, mais attention, tout dépend aussi si ce sont des excursions qui sont vendues par tour opérateur.
Si c'est des excursions qui sont vendues par les croisiéristes eux-mêmes, donc ce sont des croisiéristes qui ne sont pas forcément chez nous, et puis il y a aussi la taxe portuaire. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir quel volume financier cela peut générer pour que nous puissions effectivement avoir une caisse de révélation et voir générer donc de l'activité. Ça, c'est tout pour les chiffres. Et sur la partie carrière, 20 millions, oui, c'est par an. C'est par an. Sur une base, effectivement, des chiffres officiels, non seulement j'en suis encore à ARDT ou ODT. Le CNT sont les chiffres officiels du CNT, validés par l'organisation qu'on autorise. Nous avons un taux de croissance de 16% des escales et de la fréquentation. Donc, normalement, nous avons censé avoir un trend, donc une tendance générale croissante, de maintenant plus 50 de 16%. Ça s'est déjà vérifié sur les 3 dernières années. Nous sommes pas loin de la vérité statistique sur ce point-là. J'introduis donc la question sur les carriers en disant qu'il y avait un carrier à l'atelier de Saint-Pierre, je suis content qu'il soit là. Cette problématique a déjà été identifiée, on le travaille notamment avec les collègues de la CTM qui se sont déjà rapprochés en ce sens. Et je vous donne raison sur un point. Effectivement, l'idée aussi, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer dans une stratégie vertueuse la, entre guillemets, remise en état. Et ce qui est déjà réfléchi, c'est à la fois l'aspect pédagogique, parce que vous avez effectivement différentes strates, donc des veines, des veines rocheuses, ou donc des strates effectivement de couches sédimentaires, qui serait intéressant, par exemple, d'un parcours pédagogique, d'expliquer la géologie de l'Arctique par rapport à cela. Donc c'est un petit peu. Moi, je suis malheureusement chargé de mission mobilisation. Je ne maîtrise pas forcément cette partie-là. Je laisserai la parole à mon directeur sur la partie costaud de la réponse, sans vouloir être trop long. Mais voilà. En tout cas, on réfléchit déjà à ces problématiques-là, et c'est avec plaisir que nous pourrons donc travailler avec vous sur ces questions-là. Alors, simplement pour vous préciser, nous sommes en partenariat avec l'État sur ce projet. Alors, nous avons identifié, dans les exemples que vous avez cités concernant les carrières, certaines extensions, la remise en état, se pose peut-être la question du respect du schéma départemental ou territorial des carrières, qui aujourd'hui pourrait faire l'objet d'une révision. Donc ce point est identifié et un certain nombre de rencontres sont prévues avec l'ensemble des carrières. Merci déjà de cette réponse. Je voudrais quand même apporter une précision. Il me semble que je suis étonné que la question de carrière posée par Mme Dupont, parce qu'elle a dû savoir que c'est pas si facile que ça de décider pour un conseil municipal d'ouvrir ou de fermer les carrières. Ce qui va se passer tout à l'heure, c'est pas le vote de la modification du PLU, c'est pas du tout ça. La question, c'est justement l'ouverture d'une procédure qui va amener justement à ce que Mme Dupont souhaite, à savoir une procédure d'élaboration de la révision allégée du PLU. Et c'est l'acteur qui va être chargé de ça, qui nous donne la procédure. C'est une procédure qui va prendre 4 ou 5 mois, qui va aller d'ailleurs au-delà du mois de septembre, c'est-à-dire qu'au passage, tout sera mis sur la table. Et probablement le conseil municipal n'aura qu'à se prononcer sur la modification du PLU, s'il le décide, qu'en novembre ou décembre de 2017. Donc c'est pas comme ça, c'est pas ce soir qu'on va modifier quoi que ce soit. La procédure c'est quoi? Révision allégée, ça obéit à l'article L 153-32. Premièrement, constitution du dossier de base. Deuxièmement, réunion de personnes publiques associées. Troisièmement, décision du conseil municipal qui arrête la révision allégée. Quatrièmement, examen conjoint du dossier par l'État, la commune, les personnes publiques associées. Cinquièmement, enquête publique. Donc ça veut dire que tout le monde pourra se prononcer, tout le monde pourra débattre de ça. Et enfin, peut-être dans novembre, décembre, peut-être dans 4, 5, 6 mois, nous arriverons à l'approbation ou non par délibération du conseil municipal de la révision allégée du PLU. Donc ce n'est pas du tout la question de ce soir. Donc effectivement, en même temps, ça répond à sa préoccupation, à savoir que tout au long de cette procédure, tout sera mis sur la table, y compris le schéma d'aménagement régional, le SAR, qui prévoit depuis des années un certain nombre de choses, la localisation précise
de là où on peut, n'est-ce pas, là où on peut ouvrir des carrières ou pas, c'est pas nous qui allons le décider. Et il y a même un schéma départemental des carrières qui a été voté en 2007. Madame Dupont était conseillère municipale, vous allez savoir. Donc à partir de là, c'est pas nous qui avons voté le schéma d'aménagement des carrières départementales, qui va se transformer d'ailleurs en schéma régional des carrières, du fait de la modification du paysage territorial de la France, puisque vous savez qu'il y a eu des grandes régions qui ont remplacé les petites. Donc le sous-préfet m'a dit que le prochain débat du schéma régional d'aménagement des carrières, le schéma départemental va disparaître, sera, là, pour l'instant, le schéma départemental est prorogé jusqu'en 2025. Et nous aurons à débattre dessus en 2018 au plus tôt, 2019. C'est pour ça que nous allons nous ouvrir le débat avant et profiter effectivement du cadre de du classement de la montagne de l'UNESCO pour reposer un certain nombre de choses sur la table et apporter des amendements. Donc c'est tout à fait ce qui est en cours. Et ce n'est pas une décision ce soir à l'arrache de modifier un PLU pour faire plaisir aux carriers, comme j'ai cru comprendre. Voilà. En tout cas, je vais quand même poser une question de détail, puisqu'il est question de, encore une fois, je crois que M. Esparto vous l'a déjà posé, je le repose, on l'a déjà posé, j'ai déjà posé la question directement en prise de parole publique à M. le président de la CPL, et même à M. Boutrin. Il nous apparaîtrait incongru que l'on puisse vendre l'histoire de la montagne pelée et sa valeur patrimoniale sans rénover ce musée. Vous parliez de porte d'entrée, voilà une magnifique porte d'entrée, enfin une magnifique, ça devrait être une magnifique porte d'entrée. En tout cas, là, en l'occurrence, c'est une porte d'entrée très délabrée, qui malgré tout représente la porte d'entrée de la Martinique pour beaucoup de touristes. Donc nous en appelons à mettre en œuvre ce qui a déjà été voté par l'ex-région, à savoir la rénovation et l'extension du musée, et peut-être même lui donner une valeur mémorielle. Donc, là, le dossier a déjà été validé par délibération avec le conseil régional, et donc lors de notre dernière réunion, début de semaine, avec, au plutôt le vendredi dernier, avec les administratifs de la région, nous avons encore mis le doigt sur la nécessité de relancer une procédure qui avait déjà été lancée. L'architecte, la maîtrise d'œuvre avait déjà été désigné, le dossier est planté. Donc nous voulons réouvrir ce dossier parce que j'ai pu comprendre de la part de M. Boutrin qu'il fallait absolument que l'UNESCO, si l'UNESCO descend aujourd'hui à Saint-Pierre, ils voient ce musée, ils vont dire vous n'êtes pas cohérent, vous voulez classer la montagne pelée, regardez le musée. Donc je pense qu'il faut qu'on donne des signaux forts, j'insiste beaucoup là-dessus, et je veux qu'il soit rapporté encore que nous voulons au plus tôt on mette en état ce musée, parce que je pense que ça peut nous desservir dans le classement de la montagne pelée de l'UNESCO. S'il reste en état. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Pas de questions, donc nous vous remercions beaucoup. Vous avez parfaitement tenu le timing, bien comme nous avons commencé un petit peu en retard. Merci beaucoup. Et puis, notre salut le plus agréable sur le travail.
Bien, sans plus tarder, nous allons passer à la question 2 de l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal, à savoir les votes du compte administratif 2016 et à l'approbation du compte de gestion de 2016. Donc pour cela, je passe la parole à Madame. Je passerai la parole à Madame Annie quand elle sera prête, puisqu'elle va nous faire une présentation très synthétique de ce dossier que vous avez reçu. Vous avez tous les chiffres, tous les tableaux. Donc je pense que c'est pas je veux vous faire l'économie de cette récitation, sachant qu'il n'y a aucune obligation légale à lire ce qui est une note de synthèse. Vous avez ensuite la parole pour tout le monde a bien reçu les documents. Le budget, la note de synthèse, vous avez exercé ces avoirs en ligne. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci. Bien. Donc le compte administratif 2016 présente un déficit, je vais commencer par le plus simple, donc le déficit de 2016, donc 51 155,44 €. Pour rappel, le déficit de 2014 était de 411 812,65 € et en 2015 de 194 378,47 €. Donc de manière un peu plus précise, concernant la section de fonctionnement, on remarque une légère diminution de 89 226 € en matière de dépenses sur cette section, notamment sur les chapitres autres charges de gestion courante et de charges exceptionnelles. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on a également une diminution de 163 437,36 €, mais de toute façon sont supérieures aux dépenses de la section de fonctionnement. Concernant la section d'investissement, 2016, c'est encore une année très chargée en investissement, 51% en tout cas de taux d'exécution, donc poursuite d'opérations ou redémarrage d'opérations déjà prévues. Sur les recettes d'investissement, 27% de taux d'exécution. Effectivement, 2016 a été une année difficile en termes de recouvrement de ces recettes, notamment par l'installation, la réorganisation de la collectivité territoriale de Martinique. Donc il faut savoir que ce sont des subventions qui sont déjà actées, notamment par des notifications ou par des conventions, et qu'il convient d'aller les récupérer. Maintenant, l'installation de cette collectivité a du mal effectivement à nous permettre aujourd'hui de recouvrir toutes ces recettes. Donc c'est un travail qui reste encore à faire, qui sera fait de toute façon, puisque ces recettes sont prévues. Voilà ce que je pouvais dire concernant le compte administratif 2016. Avez-vous, chers collègues, des questions? Nous avons ici M. Jean Boulot, en charge des finances, qui peut apporter des compléments d'information, puisque c'est aussi son travail. Madame Boulot. Je vais votre nom aussi, excusez-moi, je ne vais pas le répéter. Je voulais juste savoir, d'une manière générale, dans un budget, les restes à réaliser, négatifs, positifs, sont toujours intégrés. Dans un budget municipal, les restes à réaliser sont toujours intégrés. Positifs ou négatifs. Merci beaucoup. Pardon, mais je crois avoir mal compris. Il s'agit d'un compte administratif. Les restes à réaliser, c'est soit en recette, soit en dépense. Mais Madame Lupon, vous parlez du budget ou du compte administratif? Ici, nous parlons du compte administratif pour l'instant. Je ne sais pas si c'est un lapsus. Oui, c'est là.
Bonsoir. Alors, je voulais simplement préciser que les restes à réaliser, il faut distinguer les restes à réaliser en recette, les restes à réaliser en dépenses. Les restes à réaliser, généralement, ce sont des engagements juridiques. En recette, c'est des notifications de subventions reçues. Dans l'année, on reçoit des apports, des versements en fonction des bilans que nous faisons au comité. Malheureusement, la CTM, le principal financier de la publication de CPA, excusez-moi, la CTM n'est pas en place. Les services sont un peu désorganisés. On sait plus sur personne problème d'organisation, problème d'organigramme. Là, maintenant, je pense qu'après 1 an, 10 ans de fonctionnement, alors, en ce qui concerne les restes à réaliser en dépenses, ce sont pareil, les engagements juridiques qui sont comptabilisés dans la comptabilité budgétaire. Et généralement, ce sont des bons commandes, des marchés. Comme pour les recettes, il y a des exécutions pendant l'année et le reste à réaliser, la différence entre l'engagement de départ et puis le montant, donc le reste à réaliser. Donc ces restes à réaliser sont pris en compte dans le résultat, simplement pour pouvoir affecter le résultat du fonctionnement. Lorsqu'on a calculé le solde de l'exécution, de la section d'investissement, on ajoute les restes à réaliser en début des restes à réaliser en recette, et ça permet de définir le montant du besoin de financement, de la part du résultat de la section de fonctionnement qui sera destiné à financer ce besoin de financement. Ces restes à réaliser sont repris, ça dépend en fonction de ce que l'année souhaite, soit être repris dans le budget primitif ou dans le budget supplémentaire. Alors, cette année, ce sera repris dans le budget primitif. Voilà, peut-être que je fais comme si tout le monde savait qui était M. Jean Boulot, mais pour le public, M. Jean Boulot est donc le responsable du service financier de la ville de Saint-Pierre, comptabilité finance, et c'est un cadre que nous partageons dans le cadre de mutualisation avec le SNTVD, le syndicat martiniquais des traitements de déchets, de l'organisation et du traitement des déchets. Donc il est pendant 2 jours par semaine ici à Saint-Pierre. Il n'est pas employé de la ville de Saint-Pierre, mais nous partageons sa compétence grâce à l'accord des responsables de SNTVD, en particulier à M. Saint-Prosquinquin, le président de SNTVD, que je tiens personnellement à remercier ici. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Pas de questions. Donc, je vous rappelle que la procédure et la loi veulent que je quitte la séance pour procéder à l'adoption de ce compte administratif. Donc je passe pour cela la parole à la présidence, à Mme Rose-Marie Génaud, première fois. Bonsoir à tous. Nous allons passer au vote du compte administratif 2016 et approbation du compte de gestion 2016. D'abord le vote du compte administratif 2016. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le vote est adopté avec 2 abstentions. Excusez-moi.
Madame Joséphine, Je passe. C'est la deuxième partie de la question 2, à savoir l'approbation du compte de gestion 2016. Je repasse la parole. Nous avons le rapport du trésor. Donc, la trésorière de Saint-Pierre nous a adressé le compte de gestion qui était à votre disposition au secrétariat général. Donc, il convient maintenant d'approuver la concordance en tout point entre le compte administratif 2016 et le compte de gestion 2016 transmis par la trésorière de Saint-Pierre. Donc, il ne s'agit pas de bloquer, mais simplement de savoir, d'acter que le compte de la ville de Saint-Pierre concorde avec le compte administratif de la ville que vous venez de voter. Dernier point, premier conseil, l'affectation des résultats. Je repasse la parole à Mme. La proposition d'affectation de la suivante. Donc, selon l'instruction N14, la section de fonctionnement doit être affectée en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé pour la section d'investissement. La section de fonctionnement étant déficitaire, il n'y a pas d'affectation possible. Donc, il est proposé par conséquent de reprendre les résultats comme suit. 51 155,44 € au compte 002 résultat de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement et 2 269 776,26 € en report au compte 001 résultat d'investissement reporté en dépenses d'investissement. Une première demande au début de se prononcer sur l'affectation de ce résultat. Avez-vous des questions, chers collègues? Pas de questions. Nous passons donc à l'approbation de cette demande, au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Le report, l'affectation des résultats, tel que proposé, est adopté à la majorité, moins 2 abstentions. Allez. Bien, chers collègues, nous en avons fini avec ce premier ordre du jour, ce premier conseil municipal, première séance plutôt. Pardonnez-moi. Et d'accord. Je passe la parole à Mme Amélie. Messieurs et mesdames les élus, je vais vous demander donc de bien vouloir signer ce compte administratif auprès de Mme Lenoir à l'appel de votre nom. Monsieur Christian Raffin. Madame Rosemary Zélézin. Monsieur Hervé Blanchet. Madame Lida Martial. Monsieur Jacques Sarfero.
Madame Marlène Moderne. Monsieur Mario Banquet. Monsieur Hugues Saint-Laurent. René Lisa et Carrel. Marie Dragons. Germaine Pierre-Léon. Thierry Néronis. Nicole Rénier. Sylvie Confer. Raphaël Rodriguez. Michaela Gobal-Sanicopoulos absente. Annick Belchasse. Michael Gobal-Sanicopoulos. Patricia Trieste. Nicolas Lamade absent. Roger Guimer absent. Luc Nadia absent. Louis-Édouard Courage absent. Brigitte Dupont.
Est-ce Madame absente?